Allez, on commence le grand déstockage avec Jean-Michel Apathy, qui a mis, entre guillemets, il cite « Je reste député », et en dessous, il écrit, vous allez comprendre qu'il cite « Garder le poste pour Raphaël Arnaud, c'est plus important que la dignité. » Étonnant, non ? Et il met un passage, un article de BFM TV qui rapporte l'interview que Raphaël Arnaud, député LFI, a donné à Blast, député LFI, cofondateur de la Jeune Garde, groupuscule antifasciste dissous, dont son attaché parlementaire a été impliqué dans la rixe qui opposait les néofascistes de Quentin Derenc et les antifascistes. Et Quentin Derenc est décédé suite à des coups. Et donc Jean-Michel Apathy dit, et je le répète, garder le poste pour Raphaël Arnaud, c'est plus important que la dignité. Étonnant, non ? Je me suis donc permis de citer son tweet en mettant « Il a des infos qu'on n'a pas, Apathy. Arnaud est impliqué dans la mort de Derenc ? Parce que dès lors que la Jeune Garde a été dissoute, l'attaché parlementaire présent sur les lieux licencié et que l'enquête est en cours, je comprends pas cette fixette. Je peux pas faire plus simple. Soit t'as des éléments qu'on n'a pas et tu nous les donnes, soit tu fermes ta putain de bouche. Parce que c'est insupportable de voir ton pressing offensif sur Raphaël Arnaud basé juste sur le fait que c'est Raphaël Arnaud de LFI, ex la Jeune Garde. Il va vraiment falloir arrêter avec ce pressing offensif fumeux qui n'apporte rien. J'aimerais voir Jean-Michel Apathy être en pressing offensif sur Julien Audoul, sur Caroline Yadan, qui ment de façon éhontée et qui derrière en plus propose une loi pour interdire de défendre un pays étranger qui n'est pas le nôtre. J'aimerais le voir sur des choses aussi graves et impunies. Là, il y a une enquête en cours, l'attaché parlementaire qui a été licencié, lui qui s'est écarté pendant un mois, le temps de laisser passer la vague, etc., ce qui est une sage décision. Raphaël Arnaud n'était même pas à Lyon, d'ailleurs. Ça fait déjà 2 mois, putain, ça passe vite. Donc il y a un moment, c'est un peu bizarre. Soit t'as des choses, soit si c'est juste le fait que, parce que c'était son attaché parlementaire, alors lui, il doit démissionner. Bah, le jour où on aura une classe politique digne de démissionner quand ils sont mis en examen, de démissionner quand ils ont eu des condamnations, et donc on s'occupera d'abord des Audoul, des comment ça s'appelle, des Le Pen, de toute la classe politique qui a déjà eu des sauces, des salades. Le jour où on aura une classe politique qui décidera de vendre ses 40 000 euros d'actions chez Total pour éviter de créer des conflits d'intérêts, le jour où on aura une exemplarité parfaite de la classe politique, on pourra s'en prendre à des gens qui n'ont rien fait et qui juste ont un attaché parlementaire qui a été impliqué dans un meurtre. Attaché parlementaire qui a été viré. Le jour où on aura réglé tous les problèmes, on pourra s'occuper de ces mini-problèmes. Mais ne fais pas l'inverse, chacal. Parce que là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ouais, après, le principe du stockage, c'est c'est d'aller dans tous les sens. Hein, oui, vraiment, pour le coup. Mais le pire du pire, nous dit le double N. Pas en mode, ouais, il bosse pas comme les députés RN, il délègue ses votes. Il continue à bosser, il était encore en réunion avec nous hier. Donc, bon, mettez plutôt un pressing sur Julien Auboul, qui bosse jamais, qui vient en hémicycle que pendant les questions au gouvernement. Et qui pose son cul en commission que quand c'est obligatoire, sinon perte de salaire. Tout le monde le déteste, pas pour rien, mais dans son camp, on le déteste. Merci. Bon, on enchaîne avec Fabien Gay, sénateur communiste, qui a dit les termes en direct de la station thermale, tu connais, on écoute tout de suite. Mais pardon, sur Bali, d'abord il a toute ma solidarité depuis le début, mais regardez bien la campagne qui vient d'être menée depuis 15 jours. On peut avoir un débat, par exemple, on avait, avant de rentrer sur scène, sur la police municipale et son armement. Moi je suis prêt à avoir ce débat avec Madame Lavarde, avec la droite, et on peut dire... D'un côté, c'est la prérogative de la police nationale, non, il faut l'armer, et c'est pas grave, et on peut échanger de l'argumentaire. D'ailleurs, les gens ont choisi un programme, et pardon, un élu met en application son programme. Ce qui devrait d'ailleurs ravir tout le monde, parce que, quelles que soient nos opinions politiques, quand on est élu, c'est pour appliquer son programme. Bon, mais quand même, depuis le début, quand il cite Jean Mercenac, célèbre résistant, poète, la ville des rois morts et du peuple vivant, oui. Apolline de Malherbe, entend des Noirs, puis il y a... une campagne pendant 10 jours. Bon, maintenant, on le compare à un singe et à un primate. Pardon, narcotrafiquant. Moi, ça fait 10 ans que je suis élu. Et on me dit, ça, quand on compare un narcotrafiquant,
ce n'est pas raciste. Mais pardon, moi, ça fait 10 ans que je suis élu d'une ville populaire, j'ai grandi dans un quartier populaire. Personne n'oserait dire que je suis de près ou de loin lié à un narcotrafiquant. Pourquoi on le fait sur Bali ou d'autres élus ? Parce qu'ils sont noirs et racisés. C'est ça le réel. Et on fantasme un imaginaire que forcément quelqu'un qui est noir serait lié de près ou de loin avec le narcotrafic. Donc ça suffit. Il faut que l'État soit ferme, qu'elle condamne ces news et toutes celles et ceux qui propagent des propos racistes, que ça soit sur les ondes ou sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il y aura un rassemblement samedi à 14h devant la mairie, et j'espère que nous serons nombreux et nombreux, au-delà de la gauche, tous les républicains et démocrates sincères. J'ai envie de dire... Le sénateur communiste Fabien Gay, aussi directeur de l'Humanité, toujours basé comme au baseball. On n'arrive pas à croire que Roussel fait partie de ce même parti. Aïe, 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 Necfeu, excusez-nous, il a dit les termes. Marlise qui nous dit, mais oui, nier que tous ces propos sont liés à des pensées racistes est encore plus raciste. Je suis blanche, si je tiens des propos problématiques et qu'une personne concernée m'alerte sur ça, je ne vais pas le nier, je vais chercher à comprendre. Qu'est-ce que j'ai dit de heurtant que je n'ai pas perçu avant de m'exprimer ? Comment est-ce que je peux m'exprimer autrement pour ne pas faire violence aux personnes victimes de discrimination ? Bah oui, c'est comme ça qu'on progresse, qu'on apprend et qu'on évolue, et qu'en définitive, on n'est pas raciste. Catherine qui nous dit ouf, bravo, monsieur. Ah, franchement, chambé. Et d'ailleurs, pour rester dans le thème de Bali Bagayoko, on va regarder quelques extraits de l'émission C'est ce soir qui datait du 1er avril, donc d'hier. Et Bali Bagayoko appelle à la fermeture de CNews. Chacal, en tant que futur président de l'Arcom, j'entends l'appel. Et avec mes équipes, nous allons étudier le cas CNews et faire en sorte d'y répondre de façon ferme. Et je le dis avec gravité. J'adore quand ils font ça, les politiques. Tous ceux qui disent un truc avec... tous ceux qui font... qui disent avec gravité, ils le font jamais avec gravité. C'est une dinguerie. Vraiment. Allez, let's go. On regarde ce passage. Est-ce que vous appelez, pour poser la question très franchement, à la fermeture de CNews aujourd'hui ? Clairement. Parce que c'est l'une des questions qui est posée. Clairement. Moi, je l'assume, je le fais parce que je considère que c'est pas vis-à-vis du traitement qui m'a été réservé, mais c'est clairement un média qui devient dangereux dans la situation politique et dans la société que nous voulons construire. On le voit bien. C'est-à-dire que ce sont des récidivistes en puissance, c'est pas les premiers faits. Ils ne cessent malheureusement de le faire et nous avons l'Arcom, qui d'ailleurs, on a attendu bien sûr... Le gendarme de l'audiovisuel. Voilà, on a attendu que les parlementaires saisissent et l'Arcom aurait très bien pu s'autosaisir. Aussi, quelle forme de lâcheté. Hello Lex, welcome aboard. Je sais pas de qui tu parlais en revanche, Frangin. Il a confirmé ça dans une interview pour l'AFP. Tu parles de Bali. Hop, là-dedans. Ils auraient très bien pu s'autosaisir. Ils ne l'ont pas fait. Ce qui est un acte quand même qui est grave. Totalement. D'accord, ok, tu parlais de... Et l'Arcom aurait pu s'autosaisir. Mais l'Arcom aurait pu faire beaucoup de choses. Hein. Mais... Vraiment, on sait pas trop ce qu'il fait. En tout cas, l'Arcom ne regarde pas la télé, comme on vous le disait. Ils sont plus genre théâtre, livres. Ils aiment bien faire des expos de temps en temps. La télé, ils ne l'ont pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Et ils pensent encore que Canal+ est toujours la 4. Qu'il y a toujours Midi les Zouzous. Il y a toujours Midi les Zouzous. Il y a toujours les minicums à l'Arcom. À l'Arcom, ils sont en mode minicum, là. Alors... On va regarder ça. Viens, on paye un IPTV à l'Arcom. La vie de ma mère, franchement, à deux doigts. Hein. J'ai un fournisseur, si vous voulez, on vous met un. On a des outils comme l'Arcom. L'Arcom doit être beaucoup plus sévère. Est-ce que nous sommes obligés d'avoir une offre médiatique avec des chaînes racistes comme CNews et d'autres ? Moi, je dis que non. Donc les dispositions pour les contraindre, voire même réduire leur audience, voire même les suspendre, c'est parfaitement quelque chose qui est dans nos possibilités, y compris dans les possibilités de l'État en tant que tel. Écoute, ma foi, c'est dit calmement, mais avec fermeté. Et je le dis avec gravité. J'arrive pas à croire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils datent ça en disant « et je le dis avec gravité ». C'est Ribot qui fait bien Juxman, je crois. Ribot et Usul. L'Archoum, je te jure. Dis pas que t'as un fournisseur en live Twitch pour le CSA, il rigole pas, hein, il a pas de fournisseur.
Non. Quand je dis un fournisseur, c'est que j'ai un voisin, une fois, il a dit moi, je suis fournisseur. J'ai dit ça va pas, moi. Moi, je paye, hein. Moi, je paye. C'est fou. Voilà ce que j'ai dit. Ceux qui sont racistes ont réussi à dire que ceux qui étaient antiracistes venaient perturber la norme et la société. C'est à peu Un près. renversement total des valeurs. C'est comme au temps des colonies. À partir du moment où vous critiquez l'Empire, vous êtes un mauvais Français. Et dans les années 30, quand on critiquait les colonies, on vous disait pas que vous étiez anticolonialiste, on vous disait que vous étiez un mauvais Français. Grosso modo, vous deviez être a priori pas très blanc, surtout communiste et de mauvais côté de l'histoire. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui se passe là. Est-ce que là, on n'est pas dans une tendance vintage en 2026 en France? J'ai l'impression qu'on est en plein dedans. Hein. C'est à la fois un discours qui est fondé sur une vision racialiste, raciste, dire que quelqu'un est proche du monde animalier ou dire que quelqu'un... L'Arcom a déjà fait quelque chose de bien. Ils ont fermé C8. Hein. Après les moultes dérapages dans l'émission de TPMP, je pense que là... mais c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Hein. C'est pour pouvoir ne pas être obligé de fermer CNews en mode... Vous avez vu ? On l'a fait avec fermeté. Hein. Et une fois, ils ont suspendu Skyrock pendant 24 heures. À cause de... Parce que je sais plus, ils avaient dit un bon flic, c'est un flic qui est mort dans l'émission de Diffoul, Radio Libre, je sais pas quoi. Et je crois que pendant 24 heures, ils ont plus de Skyrock. Donc, on se dit, bon, ça va, mais en vrai, perte de revenus publicitaires colossales, etc. Enfin, bref. Ils ont rendu service à C8, oui. Oui, en plus, c'est vrai que c'était plus un service rendu parce que derrière, ils justifiaient qu'ils puissent liquider du monde, etc. Non, c'est vrai. Descendre sa tribu, ça c'est une dimension raciste très 19e-iste, mais il n'y a pas que ça dans le discours. Dire à quelqu'un de non-blanc qui accède à des responsabilités qu'il est illégitime, on lui fait comprendre. Du temps des colonies, quand Blaise Diagne montait à la tribune, député sénégalais, les députés de l'Action française, notamment Daudet, se moquaient de lui et disaient le cannibale arrive. Quand Gégip Légitimus, de la famille de Pascal Légitimus, arrive à Paris... C'est un homme député qu'on surnommait un peu le Jaurès noir. Exactement. À Paris, les premiers titres de la presse, c'est pas le Jaurès noir. Hein. On explique qu'il a automatiquement gagné. Alors à l'époque, c'était pas les narcotrafiquants, c'était automatiquement les milieux qui avaient financé en Guadeloupe son arrivée. C'est-à-dire que vous êtes à la fois illégitime, vous prenez un poste sur lequel vous n'auriez pas le droit de le prendre, il devrait être réservé aux Blancs. Comment se fait-il qu'un Noir ou qu'un Maghrébin, qu'un Asiatique peut diriger les Blancs, puisque être maire, comme être député, comme être président du Sénat, par exemple. C'est basé tout ce qu'il raconte. Hein. Aïe. Et t'as raison, petite parenthèse Arcom, ils n'ont pas fermé C8, ils n'ont pas renouvelé la fréquence. Et c'est Bolloré qui n'a pas voulu garder C8, étant donné que ça n'avait pas d'intérêt pour lui d'avoir une chaîne qui ne soit pas sur une TNT gratuite, avec les revenus publicitaires qui vont avec. C'est bien de le rappeler, d'être précis là-dessus, pour pouvoir briller en société. C'est l'inverse du système colonial, et donc il ne faut quand même pas oublier que notre pays a vécu avec le droit colonial pendant des décennies. Vous allez me dire, ça peut paraître un détail très longtemps après, mais pas du tout. Pour ceux qui savent très bien d'où ils viennent, ils savent que leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents n'avaient pas le droit d'être élus, n'avaient même pas le droit de voter. C'est une histoire particulière, c'est pas l'histoire des étrangers. Quand vous êtes étranger, vous savez qu'un jour vous serez naturalisé ou que vos enfants naîtraient en français, pas les indigènes. Et nous vivons cet héritage-là avec des vieux stigmates qui ressortent dans ces moments. Et là, ce qu'on a vu en quelques heures avec cette élection, c'est que tout ça est remonté à la surface. À la fois la dimension raciale, à la fois la dimension coloniale, et puis donc, en fin de compte, l'illégitimité de ce que vous aviez fait. Vous ne pouviez pas avoir gagné normalement. Par définition, il s'était passé quelque chose, parce que vous bouleversez l'ordre établi. Merci beaucoup. Basé, ce Pascal Blanchard, historien, qui confirme ce que dit Arnold Schwarzenegger. Il n'y a rien qui fait plus peur au racelard que l'homme noir en costard. Putain, je fais flipper alors. Trop content. J'ai l'impression que quand il voit qu'il n'y a pas les blancs, qu'il n'y a pas que les blancs bourgeois qui peuvent terminer dans ces postes de pouvoir, il commence limite à dire que ces postes sont pas si légitimes, en fait, comme ils ont fait avec l'ONU pour la Palestine. Je crois que c'était le miel, le live est déjà fini ? Non, j'avoue, je vous ai mis un miel d'entrée. Un miel d'entrée pour vous dire, les gars, on est yambe. On est yambe. Je vous mets yambe. Mes gars et mes go. Mes cracks, c'est non-genre, et ça qui est cool. Dans leur idée, l'homme noir en costard, c'est Franck Lucas. Nagui en commission. Ah oui, il était en commission aussi, tu sais, ils sont les droitards qui ont fait une commission, comment ça s'appelle, sur l'audiovisuel public. On avait vu Bolloré, on avait fait un scan là-dessus, et là, ils ont appelé Nagui, ils ont appelé Michel Drucker, ils ont appelé Patrick Sébastien, du Petit Lair. Je continue de vous citer. Je soupçonne Nagui
de dérives scandaleuses. C'est pas très fort cette affaire. On est d'accord? C'est pas très fort. Attendez, je vais vous augmenter ce petit truc là. Poum poum. Parce que on va essayer de faire en sorte que ce soit plus agréable pour vous, d'accord? Je fais ça pour vous, afin de le rendre ça plus agréable pour vous. Vous allez bien sinon? Ça va? Nagui, j'ai pas encore tout vu, mais j'ai bien kiffé ce que j'ai vu. Et je sais pas pourquoi il... Enfin bref. Apparemment, comme il s'appelle, Patrick Sébastien, il a dit des dingueries aussi. Il y a eu pas mal de choses, hein. On va pas se mentir, ça a été rocambolesque, dirons-nous. On va regarder ça tout de suite. Je vous montre juste le petit son de cet extrait parce que vous connaissez LCP. Apparemment, ils ont pas de micro. Hein. C'est un truc de ouf. Ils ne savent pas gérer le son. Voilà. Alors attends là. Ah merde, c'était le PNG. Putain. La vidéo. J'ai extrait le mauvais truc. Alors, c'est par où cette affaire? Enregistrer. Je peux pas enregistrer la vidéo? Arrête tes conneries, dis. Arrête tes conneries, dis voilà. Je vais essayer de le faire autrement, les amis, vous inquiétez pas. Hop, voilà. Hop, on enlève ça. Et on va écouter ça. Putain, mais vraiment, vous me faites chier, hein, LCP, là. Travaillez votre son, mettez un ingé son, putain. Faites travailler au moins une personne. Ça fait un cachet d'intermittence. Juste pour qu'au moins vous montez les potards, quoi. Parce que là, avec votre son, on doit tendre l'oreille. Nous, derrière, on fait comment pour vous critiquer? On fait comment pour se moquer de vous? Ah, on sait pas. Allez, c'est parti. On écoute tout de suite l'épisode. Je continue de vous citer. Je soupçonne Nagui de dérives scandaleuses par centaines de millions depuis des années. Vous dites encore, et Monsieur le Président l'a rappelé, que je suis la personne qui s'est le plus enrichie sur l'argent public devant n'importe quel patron d'entreprise publique ou ministre. Et vous dites, j'ai cette intuition. J'ai cette intuition. Alors je ne sais pas à quoi vous vous attendiez, Monsieur Charles-Henri Aloncle, en me jetant en pâture comme ça, sans aucune preuve, à part votre intuition, à la suite de vos différentes... Pardon ? On va... Monsieur... Très bien, on en parlera. Donc à la base, je vous propose. Alors c'est pas, pardon, excusez-moi. C'est un article. Monsieur le rapporteur, c'est pas un dialogue entre vous. Monsieur, je vais vous laisser. Pardon, je répondais. Oui. Allez au bout de votre propos introductif et le rapporteur vous répondra. En tout cas, à la suite, je vais l'être et avec un plaisir que vous ne pouvez imaginer. Allez au bout de la suite de vos différentes interviews, toutes ayant un passage accusateur à mon encontre, relayé sur les réseaux, mais surtout hors du cadre et du travail de cette commission, votre intuition, comme vous dites, a déclenché à mon encontre des injures, des menaces, des incitations à porter atteinte à mon intégrité physique, le tout avec de nombreux messages racistes. Alors vous vouliez sans doute écorner mon image auprès du public, mais vos actes et vos déclarations sont allés bien plus loin, jusqu'à des menaces de mort. C'est la raison pour laquelle, en effet, j'ai déposé une plainte il y a un mois. C'est la vérité, monsieur. Non, attendez, on va être précis. Non, monsieur le... Je parle pas de vous. Non. Je parle pas de vous. Attention, on va être... Ah non, monsieur... je parle pas de vous. Et... Laissez-moi poursuivre. J'ai déposé une plainte il y a un mois et demi et pas la semaine dernière. Allez au bout de votre intervention, mais s'il vous plaît, je vous l'aurais dit ici et je suis moi le garant quand même à la fois de la dignité et de la sérénité de notre débat. Mais je suis très serein et je le dis très calmement. La plainte a été déposée il y a un mois et demi et pas donc la semaine dernière. C'est une plainte contre X, monsieur. S'il vous plaît, monsieur le rapporteur, s'il vous plaît, une petite seconde. On est là pour mener un travail et je vais vous laisser terminer, monsieur Pham, il vous reste quelques minutes. C'est gentil. La team qui a le ici, là, le jeu. Oh, le bâtard. J'avoue, le mec à droite avec les lunettes, c'est un forceur. Il a Moïse qui a séparé la mer en deux, mais Chacal, il croit encore que ça va se refermer. On est là, effectivement. Je comprends que vous répondiez effectivement aux déclarations du rapporteur. Je vous propose de ne pas entrer tous les deux dans un dialogue. Monsieur le rapporteur vous répondra. Il a d'ailleurs beaucoup de questions à vous poser. Bien sûr. Je vous laisse aller au bout. Je vous laisse aller... Alors, vous nous précisez bien que vous ne l'accusez pas le rapporteur. Contre X. C'est une plainte contre X. Auprès du procureur de la République, à l'égard des auteurs de cette campagne de haine, à l'égard de ces personnes qui menacent de mort, à l'égard de ces personnes qui m'insultent.
En tout cas, j'ai demandé la levée de l'anonymat, parce que évidemment tous ces réseaux et tous ces comptes relayés en permanence, j'ai demandé la levée de ces comptes. Alors, la levée de l'anonymat. Vous le savez, je tenais juste à le préciser, notamment en termes de date. Ça date de la fin janvier, début février, et pas du tout de la semaine dernière. Pardon, Monsieur le Président. Bon, j'ai pas vu tous les bails là dont on parle, comme quoi ça a pas été un plomb, machin. Mais bon. Je pense que cette commission, c'était vraiment, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je convoque des gens pour pouvoir tout simplement se faire mousser, tu sais. Ah, j'aimerais bien rencontrer Nagui. Allez, on l'invite dans la commission. Cécile qui nous dit, ce Nagui est un gros connard. Sinon, je me rappelle que... Ceci dit, Nagui est un gros connard. Sinon, je me rappelle que Guillaume Meurice parlait souvent de lui et de ses revenus sur France Inter. Je sais pas quoi vous dire sur Nagui. J'ai pas eu vent de trucs comme quoi il aurait... Je sais pas. Pardon, j'ai roté. Alhamdoulilah. Pourquoi une députée, Caroline Yadan, est-elle plus informée que la conférence... est-elle plus informée que la conférence des présidents, que l'ensemble de la représentation nationale? Ça, c'est Mathilde Panot qui propose la question à Yael Braun-Pivet, qui se demande qui demande à ce que la conférence des présidents se réunisse immédiatement. Merci Madame la Présidente et merci d'avoir rappelé au Et ça, c'est Nouévé qui va pouvoir nous en parler. Gouvernement que jamais dans notre Assemblée, la feuille verte n'avait été modifiée du jour au lendemain. Et je veux quand même signaler, Monsieur le Ministre, que vous n'avez pas répondu à une question extrêmement importante. Pourquoi une députée est-elle plus informée que la conférence des présidents, que l'ensemble de la représentation nationale? Et pourquoi n'avez-vous pas parlé de ce point-là lors de la conférence des présidents? Madame la Présidente, j'aimerais qu'on arrête cette séance et que nous réunissions la conférence des présidents pour pouvoir parler de l'ordre du jour sérieusement. Parce que tout à l'heure, il a été dit sur certains bancs, des gens sont en circonscription, je ne sais quoi. Monsieur le ministre, savez-vous combien d'heures il faut en avion pour venir de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, jusque dans cet hémicycle? 28 heures d'avion. On parle de ce genre d'organisation. Donc, arrêtez d'être irrespectueux. Ah, ça t'a fallu bien dans l'hémicycle. Oh, le truc, c'est une calvitie, le bordel. Avec ce... Il y a des veuches à gauche, il y a des veuches à droite, et au milieu, voilà, quoi, ça... Avec ceux qui font 12 heures d'avion depuis la Réunion, ceux qui en font 8 depuis la Martinique et la Guadeloupe. C'est de ça dont on est en train de parler, Monsieur le Ministre. Donc, Madame la Présidente, je vous demande, s'il vous plaît, que nous réunissions la conférence des présidents et qu'on arrête cette mascarade, parce que je veux quand même dire au ministre que si nous avançons lentement, c'est aussi parce que hier, pendant plus d'une heure, nous avons posé des questions au ministre qui était au banc. Guadeloupe. Qui n'avait pas la réponse aux questions que nous posions, justement parce que nous avions été alertés par le mail de Madame Yadan, et c'est comme ça que nous avions appris que vous vouliez changer l'ordre du jour au dernier moment. Donc après nous parler du fait que vous respectez le Parlement, je crois qu'on en est très 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 loin. Je rêve d'être député juste pour pouvoir jeter le micro comme ça après avoir d'être ça. Bon, faut d'être ça. Hein. Elle a reconnu Yadan qu'elle commande les ministres. Braun-Pivet, c'est la meilleure amie d'Hakim Omiri. Ah oui, c'est vrai. Bah, je crois qu'en fait, elle parle du fait que il va nous dire, tiens, Nouévé. Il va nous dire, Nouévé, hop, on va se mettre dans 2 petites secondes. Je vais me mettre... Merde, comment ça s'appelle déjà? Ah oui. On-off. Hop. Tac, tic, tac. Est-ce que j'ai des nouveaux messages sur... Oh, j'ai 7 nouveaux messages. Kimra d'épicerie, il est encore temps. Lecture de la lettre du rabbi d'Ostropola pour une protection divine. Réjouissance avant Rosh Hashanah. Participer au Kimra d'épicerie. Kimra d'épicerie, mériter une abondance surnaturelle. Prière pour la Parnassa, veille de RH Nice. Mon numéro de téléphone apparemment appartenait à quelqu'un de la communauté juive parce que je reçois que des trucs comme ça. Et bien sûr, les messages qui m'ont foutu dans la sauce. Je te réponds plus tard. J'arrive à 2h du mat. J'arrive à minuit. Je te réponds plus tard. Un jour, Gaëlle, elle me dit, mais c'est qui? Je lui dis, je sais pas, moi. C'est le numéro que j'utilise pour CKR. Comment tu veux que j'arrive à 2h07? Heureusement, à un moment. Et le pire, c'est qu'il y avait, je l'avais déjà dit, il y avait un j'arrive à 2h07 ou à minuit 3 qui tombait à un moment où j'étais en Belgique. Rappelez-vous, pour tourner mon court-métrage. Et Dieu merci, je lui ai dit, mais j'étais en live à ce moment-là. Et tu pouvais le prouver. J'avais mes 500 ou 600 témoins, tu vois.
Donc je dis, il n'y a pas de j'arrive, tu vois, j'étais en live à ce moment-là, il n'y a personne qui est arrivé. Ah frère, j'ai failli dormir sur le canapé de fou, même pire, de dormir dans la litière de Mani même. Et après, un autre j'arrive à 2h07, et je lui dis, mais là on était ensemble, on dormait ensemble à ce moment-là. Donc elle m'a dit, ah oui, c'est vrai. Je dis, putain, heureusement. Ah ouais, hey, ce numéro, il a failli me foutre dans la sauce. De fou malade là. Oh là là, tout ça là. Tous ces j'arrive, je te réponds plus tard, machin. Oh là 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 là. Laisse tomber les histoires. Mani, il t'aurait têche la vie de ma mère. Bref. Vas-y, mon frangin, la frangipane. Non, ça date, hein, ça date. Ça date de l'année dernière, cette histoire. Sinon, on te lynche en direct, full sororité. Bah, évidemment, évidemment. Oh, qui appelle? Allô? Ouais, ça va quoi? Ça va et toi, mon frangin? Ça va, nickel, tout va bien. Est-ce que tout le monde m'entend? On t'entend, mais toi... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui se passe? Petit coup de froid? J'ai trop crié. Tu connais comment c'est. Ouais. Mais ça va... Je pense que t'as vu pire avec moi à force. Oui, bah on a fait une émission ensemble avec cette voix-là, donc tout est jouable. Hein, ça va. T'es habitué. Ouais. Ça va quoi? Bah ça va, super, ça fait plaisir de t'entendre, mon frangin. T'as vécu T'as vécu une assemblée nationale assez mouvementée alors, toi, hier? J'y étais pas. Ah non, t'y étais pas. Non, par contre, mais t'étais en ligne. Oui, t'as eu des... Ouais. Je travaille un peu à distance. Je suis en train de revenir petit à petit. Mais ouais, du coup, j'ai passé quelques coups de fil et on m'a bien dit que c'était la merde. Ok, donc, dans quel sens? Bah, son coup a failli passer à Caroline Diadon, en fait. Si on n'aurait pas été vigilant, son coup a failli passer. C'est-à-dire qu'en gros, à la base, ça devait être... comment ils disent déjà? Analysé? Non, pas analysé. Discuté. Débattu à l'Assemblée nationale dans 15 jours. Et elle a voulu faire un truc en scred de pousser pour que ce soit débattu hier. Exactement. Alors, je t'explique. Elle s'est arrangée avec le ministre chargé des relations avec le Parlement pour modifier l'ordre du jour à la veille pour le lendemain. Chose qui n'a jamais été fait. C'est la première fois dans l'histoire où ça se produit. Pour te dire. Donc, déjà, nous, on s'est dit, c'est une dinguerie. On trouvait pas ça normal. Ah ouais. Et tu sais, le pire, c'est qu'on l'a reçu. Genre, le truc à... Ah, allô? Des trucs comme ça, c'est quoi ça? Donc, tu m'as dit. Ah, on t'a... Ouais, là, tu m'as entendu? Ouais, vas-y, reprends. Ouais, tu disais... Ouais, du coup, je te disais, on a reçu ça à 15-16 heures. Ouais. Pour examiner un truc pour le lendemain et déposer des amendements, tu vois. Wow. Moi, autant te dire, j'ai vu ça. J'ai un peu passé la nuit à travailler sur le projet de loi, donc c'est un peu chiant. Donc ça m'a niqué une nuit, hein, c'est pas grave en soi. Mais t'imagines le truc. Et le pire du pire, c'est que ça t'envoie un mail à 17h, quoi. C'est un truc de ouf. Coucou. Et elle a envoyé un mail à tout le monde en mode c'est bien foutu de notre gueule. C'est un truc de ouf. Genre, salut, demain c'est moi qui va être à l'ordre du jour en bas pour truc. Voilà ce que ça a donné. Putain, bah heureusement que vous avez été rapide, efficace et vigilant parce que il suffisait que ça dorme tôt ce jour-là et le lendemain vous aviez... En plus, il y avait pas l'air d'avoir beaucoup de monde à l'Assemblée. Oui, mais après à l'Assemblée, en parallèle, t'as les commissions, t'as plein de trucs. Et le pire du pire, c'est qu'aujourd'hui, on est censé examiner un projet de loi constitutionnel pour modifier la Constitution. Donc, c'est-à-dire la France est devenue la serpillière d'Israël. Genre, on fait passer avant un projet de loi, de merde, contre un projet de loi pour changer la Constitution pour la Nouvelle-Calédonie qui attend depuis 2020 et les accords de... j'ai plus le nom des accords précisément. Depuis 2020, il y a des gens qui attendent. Et c'est pour ça que Pano, elle disait, il y a des gens qui sont venus, qui ont pris leur billet d'avion. Pour qu'au final, on leur dise, attendez, on va pas traiter votre truc en premier. Exactement. Et là, on est censé avoir une réunion avec eux à midi 13h05 la pause. Donc voilà, je vais suivre les débats, je vais faire prendre le fil après pour ça justement. Et justement, on a demandé une conférence des présidents en urgence et on leur a dit ramenez vos fiacs et on l'a pas fait avec tout le monde parce qu'il y avait des gens qui étaient pas là. Et notamment le ministère des Relations avec le Parlement ne voulait pas de cette conférence des présidents.
Sauf qu'il n'avait pas le choix, en fait. D'accord, t'es un dinguerie. Dinguerie de ouf. C'est la France serpillère de l'État d'Israël. Moi, c'est scandaleux, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Bah merci en tout cas de nous raconter un peu ça, de démêler les cartes. Quand est-ce qu'on te revoit dans le double N, Inch'Allah? Normalement, nous, on va assurer la permanence vendredi. J'essayerai de passer. Mais promis, j'essaye d'arriver pour vendredi. J'essaye d'être là. Si ça prend pas encore trop de temps, le temps que je revienne en France. Oui, parce que là, t'es à l'étranger encore pour l'instant. Ouais. Voilà. Donc, en tout cas, force à toi. En tout cas, on pense fort à toi. Moi on sait que tu traverses des trucs un peu durs. Donc, en tout cas, on est avec toi. On est ensemble, mon frangin. Moi aussi, je vous kiffe. Franchement, c'est un plaisir. On est ensemble. Bon, prends soin de toi et je te dis à très vite. Gros bisous. Vas-y, salam alaikum. Alaikum salam. Ciao. C'était Bilal aka Nueve du double N, le stream qui fait partie de la galaxie CKR de Nour et Nueve et qui est aussi attaché parlementaire LFI. Voilà, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas notre ami Nueve. Reste off et reviens quand tu seras OK. Écoute les conseils de Mose Fenech, du grand frère, et il a totalement raison. Cécile qui dit voilà pourquoi on vote LFI. On est rarement déçus depuis 2017. Ils sont basés, ils suivent le programme. Que dire de plus? Qui défend le mieux le respect des lois et des institutions? Qui défend le mieux les valeurs républicaines? Mathilde, toujours basée, notre go sûr. Loi Yadan, Mathilde Panot demande à ce que la conférence des présidents se réunisse immédiatement. On va regarder ça. Attends, ça c'est ce que j'ai vu. Non, c'est ce qu'on a regardé ensemble, je crois. Et alors, et Dieu merci. Heureusement qu'ils ont demandé parce que Victoire, ce sera bien examiné dans 2 semaines. Nous avons réussi à décider à l'unanimité de l'organisation des débats suivantes. Donc nous allons terminer l'examen du texte relatif à la fraude fiscale et sociale ce soir, si nécessaire avec une légère prolongée, mais en tout cas l'ensemble des groupes s'est engagé à permettre l'examen total de ce texte ce soir et nous avons décidé d'inscrire en point fixe demain à 11h le texte relatif au projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie. Il n'y aura pas d'autres textes inscrits à l'ordre du jour de cette semaine de l'Assemblée nationale. Donc voilà, nous avons, je crois, permis de faire respecter le Parlement et d'assurer une reprise des débats sereine. C'est bien, c'est bien. Enfin, un peu de dignité. Elle a la haine, je te jure. Mais oui, non, mais c'est très, très bien. Et bienvenue à toi, Sudiron, qui me dit... Je me suis désabonné de Alexis Poulain et me suis abonné ici. Ras-le-bol de ce petit bourgeois. Tiens, petit bourgeois, raconte-nous un peu. Dis-nous tout. Je ne connais pas assez bien. Je vois des réels passer. Souvent, je me dis, ah putain, c'est bien et tout, ça pique bien et tout, c'est pas mal. Mais tout le monde me dit, ouais, faut faire attention, il a des takes particulières. Voilà. Donc, spoiler alerte, elle avait vraiment la haine, nous dit Noévé. On imagine. Alors, on regarde ça tout de suite. Aurore Berger qui continue sa défense en 4-3-3 d'Israël et de la loi Yadan. Ça, c'est pas normal aussi d'avoir une ministre chargée des discriminations qui n'en a strictement rien à foutre des discriminations racistes dont Bali Bagayoko en est victime, dont Bali Bagayoko est victime. Mais en revanche, pour parler du reste, il n'y a pas de problème. Vous avez régulièrement, on le sait bien, des prises de position très fortes. Vous en prenez à ceux qui parlent de génocide à Gaza, oui. Falsification historique. Vous dénoncez aussi ceux qui cherchent à maquiller leur antisémitisme sous la forme de l'antisionisme, ce terme antisioniste. D'ailleurs, vous soutenez la loi Yadan. Alors, ces prises de position, elles nécessitent du courage. On l'imagine en France aujourd'hui. Est-ce qu'elles ont un prix politique, personnel pour vous ? En tout cas, moi, peu importe. J'ai toujours dit la même chose. J'ai toujours tenu le même discours. Je tiens pas un discours différent quand je suis en Israël et quand je suis en France. Je tiens toujours le même discours. Et mon discours, il est clair. Il est que le combat contre l'antisémitisme aujourd'hui, c'est un combat contre l'antisionisme. Que l'antisionisme, ça n'est pas la critique libre du gouvernement et de la politique du gouvernement israélien. Ça, chacun est libre d'avoir l'avis qu'il veut. Et en Israël, il y a beaucoup de débats, justement, par les Israéliens eux-mêmes sur le sujet. L'antisionisme, c'est la volonté de délégitimer Israël comme étant le seul État refuge au monde. Et ça, c'est insupportable. Et ça, la France s'y opposera de toutes ses forces. C'est la raison pour laquelle
Le gouvernement soutient la proposition de loi de Caroline Yadan, qui est députée des Français de l'étranger, notamment des Français et des Franco-Israéliens, et qui est très engagée. Je salue aussi son grand courage sur le sujet. Mais cette loi, elle va passer parce qu'il y a une majorité, j'en suis convaincue, pour l'adopter à l'Assemblée nationale. Et ça veut dire concrètement que celles et ceux qui aujourd'hui maquillent leurs insultes antisémites en ciblant les Français juifs, en les traitant par exemple de génocidaires, qui est quand même un renversement accusatoire, un renversement historique absolument insupportable, eh bien ceux-là doivent pouvoir être poursuivis, doivent pouvoir être condamnés. Ce n'est pas de la liberté d'expression, l'insulte. Ça n'est pas la liberté d'expression, la négation même de la capacité d'Israël. Non, mais en fait, c'est genre le côté plutôt factuel qui te dérange des choses. Parce que de cibler des humanitaires, de cibler des civils, de les empêcher de boire, de manger, d'empêcher les aides humanitaires, de couper l'électricité, de tenir des déclarations publiques de la part de dirigeants du pays en question qui parlent notamment d'animaux humains, qui disent qu'il faut tout raser. C'est pas suffisant pour toi Il y a un moment, elle, si elle n'est pas en prison le jour de la Cuenta, quand la Cuenta va tomber, je m'appelle pas Kevin Razi. Hein. Parce que clairement, elle a poussé le bouchon de collaboration beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. C'est une dinguerie réelle. Vraiment... Je suis choqué. Je suis choqué. Et j'ai hâte aussi qu'on découvre ces liens avec Elnet. Hein. J'ai hâte aussi que ce soit vraiment mis au goût du jour et qu'on se rende compte de... Enfin, ces liens, que l'argent qu'elle aurait touché. Moi, je veux qu'on aille loin dans le truc. Parce que franchement, ça me dégoûte. Vraiment. Alors vraiment, Bref. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Allez, on continue. On enchaîne. Hop. Ah, putain, là, je suis un peu perdu dans mes onglets. Vas-y, casse-toi, toi. Casse-toi. Merci. Aurore Perché. Et je l'ai pas relevé... mais très très bonne vanne évidemment de la fameuse comment t'appelles ça Yael boîte privée, très très drôle. Je sais plus qui a dit cette vanne. Tu veux pas faire une tier list des collabos de la Cuenta ? Ah, peut-être qu'un jour on le fera. On enchaîne avec Paul Amar au service de tout sauf la France. Écoutons ce qu'il a à dire. Là, il est plus devant un buisson, il est devant un mur. Et Aurore Gerbet, c'est pas mal aussi. Un avion militaire américain transportant des armes pour Israël n'a pas pu survoler la France. Emmanuel Macron l'a interdit. Donald Trump s'en est ému. Il reproche à la France d'être très peu coopérative. Emmanuel Macron a rétorqué que la France n'entendait pas prendre part à ce conflit. Il est vrai que la France n'est pas en première ligne dans cette guerre, mais elle y prend part de façon discrète et hypocrite. La France autorise des avions militaires américains à se poser sur des bases aériennes françaises pour des questions de ravitaillement ou de maintenance et à redécoller pour le Moyen-Orient. Et si Emmanuel Macron a interdit le survol ponctuel d'un seul avion militaire américain, c'est parce qu'il transportait des armes pour Israël, un pays détesté, combattu, critiqué, jusqu'à l'obsession par Emmanuel Macron pour des raisons obscures. Le régime des Mollahs ne s'y trompe pas, il considère la France comme un allié de fait des États-Unis et d'Israël. Il a signifié, en commanditant un attentat contre la Bank of America... Mais t'en sais rien de ça, personne n'en sait rien parce que l'enquête est en cours. Il le dit avec un ton journalistique, mais c'est pas parce que tu t'exprimes comme un journaliste que ça veut dire que tu fais du journalisme. Pour l'instant, l'enquête est en cours. On a des soupçons, machin, Il y a autant de soupçons qui pourraient effectivement nous confirmer que c'est l'Iran derrière cette tentative d'attentat claqué avec une bombe artisanale devant la Bank of America à 3h du soir, comme il y a autant de raisons de croire que vu la portée de l'Iran dans la région et comment ils envoient des drones à toute berzingue, des missiles balistiques et qui sont en train de défoncer Israël et les États-Unis,
Je crois que cette petite bombe artisanale à la Bank of America, c'est le cadet de leur emploi. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de mon take? Encore une fois, je ne me permettrai pas de faire comme Paul Amar et de l'affirmer. Mais il y a des doutes raisonnables de croire qu'il n'y aurait aucun sens pour le régime des mollahs de commanditer via Snapchat en engageant des ados un attentat claqué devant la porte fermée d'une banque durant la nuit. Genre vraiment, alors qu'ils sont en train d'avoir suffisamment de matos en termes de vidéo, où ils nous défoncent des chars israéliens, ou ils défoncent des bases américaines. Enfin, je veux dire, il y a de quoi faire. C'est pas parce qu'ils vont faire sauter la devanture, et encore la devanture, allez, le loquet de la porte de la Bank of America, que les gens vont se dire « Wow, qu'est-ce qui se passe là? Ils sont en train de... ils vont dominer le monde. Super !» Il y a un moment, il faut aussi arrêter de nous prendre pour des cons à croire qu'on sait pas réfléchir. On sait très bien ce qui se passe. Bon, bah, c'est pas grâce à vous, hein, même s'il y a des généraux qui commencent à en parler sur les antennes des médias français. On sait très bien qu'ils sont en train de se faire kullu tamam au Moyen-Orient. On sait très bien que l'Iran est un ennemi qu'ils avaient sous-estimé. Ils n'avaient pas capté qu'ils avaient autant de force de frappe et que c'était bon marché. Contrairement aux États-Unis et à Israël, qui doivent investir des millions et des millions d'euros, plutôt même des milliards, à chaque fois qu'ils doivent renouveler ne serait-ce qu'un missile de détournement, un missile de défense pour le dôme de fer, etc. Ça leur coûte une blinde et ils ont de moins en moins les ressources parce que de toute façon, il y a un temps incompressible, c'est le temps de la construction. Et donc, c'est pour ça que, de fil en aiguille, Trump commence à souffler le chaud et le froid. Hein. On a besoin de vous. On n'a plus besoin de vous. Mais quand même, ce serait bien que vous soyez là sur le détroit d'Ormuz. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, pour 700 €, à ce qui paraît, j'ai pas l'info là-dessus. Mais vraiment, il faut arrêter de vouloir orienter, garder du conditionnel. Mais là, de dire, oui, non, c'est l'Iran qui est derrière le truc, on n'en sait rien, chacal. On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. À Paris, un attentat déjoué grâce à qui? Les Français doivent savoir que des dizaines et des dizaines de vies françaises depuis des années sont sauvées grâce à des renseignements israéliens. Eh merci, et voilà, merci bien. Emmanuel Macron serait-il alors atteint du syndrome de Stockholm, bienveillant à l'égard de ceux qui nous haïssent et nous combattent par la bombe ou la prise d'otages, hostile à l'égard de ceux qui nous aiment, qui nous ont toujours aidés, hier contre le nazisme, les Américains, aujourd'hui contre l'islamisme terroriste, les Israéliens. Merci pour son petit message de propagande. Très bien, de nous réinventer l'histoire, on adore. Ouais. Retourne t'occuper des parcs et des forêts. Vas-y, n'hésite pas. Refais-nous des vidéos devant les buissons comme la dernière fois, c'était super. Mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi le mec belliqueux veut qu'on aille en guerre. Guerre contre quoi? Guerre pourquoi? Je veux dire, d'aller défendre les États-Unis et Israël, qui sont dirigés par des fous. Non, merci en fait. Hein. Je te préviens, on a financé un gars pour un attentat. Vous devriez vous pencher dessus pour éviter qu'il passe à l'acte. Tom Anne qui dit l'attentat déjoué, c'était un ado et un prépubère soi-disant envoyé par l'Iran. La prochaine fois, il faudrait mieux gérer agent 000, je te jure. Catherine qui dit Amar et d'autres effectivement au service de tout sauf la France. Ça, c'est bien le problème. Et apparemment, non, c'est pas un problème en France qu'on ait des gens qui servent les intérêts ou l'agenda de forces étrangères. C'est pas de l'ingérence. Je trouve ça quand même assez dingue. La France, intimidée par Tsahal. L'armée israélienne humilie un général de la FINUL. Ce général qui commande le contingent français au sein de la mission aurait vu son convoi arrêté par des soldats israéliens. Selon ces informations, il aurait été mis en joue par des militaires israéliens qui lui auraient ordonné de quitter les lieux. Par ailleurs, l'armée israélienne aurait également pris pour cible des soldats français de la FINUL. Source BFM TV, on regarde ça tout de suite. Proviennent de ce qui s'est passé, justement des casques bleus qui ont été visés, des casques bleus français notamment? Oui, absolument. Ce sont 3 incidents distincts qui sont arrivés samedi dernier, donc entre des soldats de Tsahal et des casques bleus français. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Le premier incident, il s'est déroulé samedi matin. Il y a le général français qui commande le contingent de soldats français au sein de la FINUL qui revenait de Beyrouth où il avait un rendez-vous pour revenir à Nakoura, au sud-ouest, à proximité de la frontière. C'est là où se situe l'une des bases de la FINUL. Son convoi a été arrêté par des soldats israéliens. Il a été
braqué avec l'arme des Israéliens, les Israéliens qui lui ont ordonné, je cite, de dégager. Deuxième incident, un petit peu plus tard, cette fois, c'est un convoi de ravitaillement qui était escorté par des véhicules de la FINUL qui a fait l'objet de tirs de semonces de la part de l'armée israélienne. Il n'y a pas eu de blessés, mais une balle s'est tout de même logée dans l'un des véhicules. Troisième incident, toujours samedi, en fin de journée, cette fois, c'est un officier français qui rendait visite à un détachement de soldats lorsqu'un char israélien, un char Merkava, a tiré à seulement 15 mètres de sa position. Voilà, il n'y a donc pas de blessés dans tous les incidents qu'on vient de vous détailler. Mais si on rajoute bien sûr à cela les 3 casques bleus indonésiens qui ont perdu la vie ces derniers jours, ça démontre bien que ces incidents sont extrêmement graves et surtout qu'il y a une très forte tension croissante dans cette région du pays. Oui, on sait que Jean-Noël Barrot, en apprenant ça, il va taper du poing sur la table, fermement, et je le dis avec gravité. Je le dis. Le cabaret du rail, écoute, ma foi, je t'inviterai à garder tes phases pour toi, parce que là, tu es en train de faire de la négation d'État. Si tu le penses, c'est ton problème, mais si tu le dis publiquement, là, tu nous impliques dans ton apologie à une destruction de l'État, si je dois reprendre les termes. Et donc, voilà, le modérateur que je suis se désolidarise de ce propos, parce que moi, je suis pour une solution à 2 États et pas pour un anéantissement de l'État d'Israël. Donc voilà, là-dessus, je préfère... Oui, mais quand même. Ensuite, on va rester longtemps à ne rien dire. Vis-à-vis de la Russie, on a été plus ferme. Ah, ça c'est clair. Vis-à-vis de la Russie, on a été putain de ferme. Alors là, il n'y avait pas de nanani nanana dans ma tête. Je dis non. Ça arrivait direct, bam bim. On attend avec impatience la réaction timide de Jean-Noël Barrot qui condamnera en chuchotant. Ils n'ont déjà rien dit pour les 2 gendarmes. Que peut-on attendre d'eux ? Bah ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est clair. Franchement, c'est un truc de ouf. On a quoi d'autre ? Le poste de Bompard sur le blocage des prix à la pompe à essence. On va regarder tout de suite. Les 2, c'est la même histoire d'impérialisme. Pourtant, c'est pour ça qu'Alexis Poulain, je ne l'aime pas. Ah, ça parle de plein de sujets là-dessus. Là. On va regarder son poste de Bompard, qui est normalement qui est basé comme au baseball toujours. On regarde ça tout de suite. Stop aux fake news sur le blocage des prix du carburant. Madame, s'il vous plaît, madame. Alors que l'essence est à 2 € et le gazole à 2,20 €, le gouvernement... Non, j'essaie de limiter, j'arrive pas. Alors que l'essence est à 2 € et les gazoles à 2,20 €, le gouvernement, le RN et même une partie de la gauche qui l'a défendu dans le programme du NFP consacrent leur énergie à refuser un blocage des prix. Leurs arguments ne sont que des faux prétextes pour protéger Total. On va être plus nasal. Madame, s'il vous plaît, madame. J'ai le madame déjà. Le blocage des prix ne coûte rien à l'État. Contrairement à ce qui est répété notamment par la gauche qui était censée défendre cette mesure, la France insoumise ne propose pas de donner de l'argent public à Total puisque le blocage des prix se fera par un encadrement des marges réalisées par les pétroliers et les distributeurs pour éviter de financer leurs super profits. C'est la seule solution qui permet à la fois de baisser immédiatement le prix, d'éviter que l'État engrange des recettes exceptionnelles et que les pétroliers ne tirent pas de super profit de la crise. Non, les multinationales du pétrole ne connaissent pas la crise. Ils nous ont déjà fait le coup avec la guerre en Ukraine en faisant croire qu'ils vendaient de l'essence par charité. Dans les 2 années qui ont suivi, Total a fait des profits les plus importants de son histoire. Le cours de la bourse de Total a déjà pris près de 20%. Je rappelle que Yael Banque Privée a des actions chez Total. Non, le blocage des prix ne crée pas de pénurie. Le blocage des prix avait déjà été mis en place en France en 90 par Michel Rocard quand la guerre du Golfe avait déjà fait exploser les prix à la pompe. Il n'y a pas eu de pénurie, comme il n'y en a pas dans les pays européens qui le mettent en place aujourd'hui. Les marges sur le raffinage ont quadruplé en quelques années et flambent en période de crise. Il s'agit juste de la réduire. Total aura toujours plus intérêt à gagner, moins qu'à perdre beaucoup. Total, c'était non,
Total n'arrêtera pas de produire, de vendre de l'essence en France. Et même dans l'éventuel cas réaliste où Total arrêterait de produire, la loi permet la loi permet la réquisition des activités pour subvenir aux besoins du pays. On peut faire tourner les raffineries sans Total, car ceux qui produisent, ce sont les travailleurs, pas les patrons. Merci de le rappeler, ça. L'État interventionniste, il y a des fois, c'est très bien. Voilà. Merci de le rappeler. Ensuite. Non, le chèque énergie n'est pas une réponse. Comme le gouvernement ne fait rien, le Cornu est obligé d'utiliser les fake news. Il fait comme si le chèque énergie, qui concerne 1 million de foyers en moins cette année pour faire des économies, était une mesure de soutien. Son montant n'est pas revu à la hausse, donc il n'absorbera pas 1 centime de la hausse des prix de carburant aujourd'hui et de l'énergie de demain. Et enfin, la France insoumise est la seule à défendre concrètement le pouvoir d'achat du peuple. Aidez-nous en signant la pétition pour le blocage des prix en carburant immédiat. Basé comme au baseball, comme d'habitude. D'accord, alors. Tiens. Ah oui. Marly, je viens de voir ton message. Et il n'y a pas de souci, Et on fera cette discussion avec les modos. Sur le Discord, on va te mettre dans les modos sur le Discord pour que tu puisses parler avec les autres modos. Alors, on continue. Marlise qui nous dit d'ailleurs, j'ai un patient de presque 90 ans, parce que Marlise est infirmière, qui vient de faire le plein de sa cuve à fioul. 2000 €. Il y a 25 ans, il en avait fait pour 500 €. Il en faut un budget pour ne pas avoir froid en 2026. Il porte déjà un col roulé et un plaid sur lui en plus. Miskin. Banque privée, attention, elle risque de dire que antisémite parce que les juifs font... Ah oui, j'avoue. J'y ai pensé quand je l'ai dit, parce que je trouvais que ça collait bien, parce que c'est souvent en banque privée que là, on te fait faire des investissements, des machins. Mais évidemment, loin de moi l'idée d'avoir un take antisémite sur les origines de Yann Broad privé. Donc on va rester sur boîte privée, parce que je veux absolument pas qu'on se trompe sur mes intentions. Jean Messia qui nous partage une vidéo sur Twitter. On va regarder ça. Et voilà ce qui est dit. Hop. Horrifiant. Un petit musulman dans une crèche en Allemagne essaie d'égorger un mouton en peluche avec un couteau en plastique. Quel genre de culture enseigne cela à des jeunes enfants ? Avec la musique et tout machin. Alors que ça se trouve, il est en train de lui faire une coupe de cheveux. Et donc, il a partagé ça. Et il a décidé d'en faire un take islamophobe. Bon, là, il essaye de lui couper l'oreille. Moi, je suis sûr qu'il lui fait une coupe de cheveux. C'est un massage coiffure. Il lui fait un dégradé. Merci. Un grade ND. Mais oui, il est en train de... Il lui fait une coupe au bol. Il trouvait que les oreilles, c'était pas stylé en 2026. C'est tout. Et ceux qu'on emmène à la chasse, merci. Il y a toujours un crack qui arrive avec un take que j'avais pas là, tout de suite. Et ceux qu'on emmène à la chasse, merci. Et ceux qu'on emmène voir des corridas, merci. Oh là là, 300 voix, Messia aux élections. Il a fait un flop. Il a même pas remercié les gens qui ont voté pour lui. Il a eu honte. Il a tout de suite partagé plein d'autres trucs à cause de son 300 voix, chacal. Tu es une sombre cuvapisse. Passionnément cuvapisse. Tu n'as réuni que personne ne t'aime. Tu t'en es rendu compte ou pas ? Oh là là. Comment peut-on être passionnément con comme Jean Messia ? Bonne question. Marlise qui dit « J'ai vu mon grand-père préparer des pigeons et c'était pas pour une grande envolée. Mes arrière-grands-parents tuaient les lapins, grenouilles, poules, ils étaient paysans. C'est comme ça qu'on se nourrissait, mais c'était à l'époque. Cette vidéo ne témoigne de rien, ni que cet enfant est musulman, ni qu'il essaye d'égorger un mouton. Et quand bien même, tu trouves ce qui est vendu dans les grandes surfaces est plus adapté. Le système d'abattage des animaux, sans parler des conditions d'élevage, est exemplaire. Enlève la purée de ta boîte crânienne, elle prend trop de place et empêche ton cerveau de fonctionner. Bah. Merci bien. Ils défendent les États-Unis qui mettent un flingue dans les mains de leurs gosses dès la maternelle, mais tranquille, je te jure. Mohamed qui dit son père est peut-être bouché tout simplement, et même si ce n'est pas le cas, il est où le problème ? Et en plus, où est-ce qu'il s'est dit que le gosse est musulman ? Mais oui, c'est ça aussi, il l'a décrété tout seul parce qu'il y avait une petite musique orientale. Et même si et c'est la musique qui a été ajoutée qui lui fait dire ça. Ce mec m'a toujours pas compris que ce n'est pas parce qu'il fait le racelard que les racelards le considèrent comme un des leurs. Et la preuve en est, c'est qu'il y a que 300 personnes qui ont voté pour ta vieille gueule, tellement tu es nul à Yesh. Et que, malheureusement, les gens ne t'aiment pas. Il faut que tu te rendes compte de ça. Les gens ne t'aiment pas.
Il n'y a aucune adhésion autour de toi. C'est l'outrance qui fait que tu es suivi sur X parce que l'algorithme de Raslar Facho te partage. Moi, je voyais tous tes tweets alors que je te suivais pas. J'avais tous tes tweets sur ma timeline comme si je te suivais. J'ai pété un plomb, mais je ne suis pas cet homme. J'ai dû cliquer que je voulais pas de toi. Frérot, personne ne t'aime. Personne ne te suit dans tes takes Raslar parce que pour eux, tu restes un arabe, que tu le veuilles ou non. Donc lâche l'affaire avec ça. Ça ne te rapporte rien, hein. Aussi, de quoi payer ton loyer probablement, mais vraiment ça sert à rien. Bref. J'ai aussi appris aujourd'hui qu'Israël avait tenté d'acheter du matériel... Allez, arrêtez d'acheter du matériel militaire en France. Ah, ça c'est drôle, c'est Bompard qui raconte ça, vous allez comprendre. C'est très très drôle. Est-ce que vous pensez que la France devrait utiliser de leviers diplomatiques contre Israël ? Qu'est-ce que vous pensez ? Regardez, je vous donne un exemple. Il y a encore aujourd'hui, après ce qui s'est passé à Gaza, qui continue malheureusement, après la colonisation absolument inacceptable en Cisjordanie, après ce qui se passe au Liban, avec une annexion, pardonnez-moi, il faut utiliser les mots, c'est l'annexion du sud Liban. Il y a encore aujourd'hui un accord d'association qui existe entre l'Union européenne et Israël, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un des accords commerciaux les plus aboutis entre l'Union européenne et Israël. Nous, on a fait une pétition européenne pour demander la suspension de cet accord d'association. D'ailleurs, je m'en profite, les gens peuvent la signer. Il faut 1 million de signatures pour que la Commission européenne soit obligée de se prononcer sur le sujet. On est quasiment à 700 000 signatures au sein de l'Union européenne. Par exemple, on peut utiliser ce levier. J'ai appris aujourd'hui qu'Israël disait on va arrêter d'acheter des armes à la France. Oui, j'allais dire, les relations entre la France et Israël en ce moment sont assez tendues. Pardonnez-moi, peut-être qu'on aurait pu nous décider d'arrêter de leur vendre des armes plutôt d'attendre que eux Merci disent qu'ils vont arrêter de nous en acheter. Ça, c'est dingue quand même. La France, pour qu'elle arrête de vendre des armes à Israël, il faut que ce soit Israël qui arrête d'en acheter. C'est quand même vraiment la définition de la serpillière que nous sommes à l'international. Vraiment, là, tous les grands présidents gaullistes qui se revendiquent de Gaulle ou même de Gaulle, ils doivent se retourner dans leur tombe et se dire « Putain, vous êtes vraiment des sombres cuvapis, quoi. » Toutes celles et ceux-là qui se sont alignés sur les positions de forces étrangères. Vraiment, bref. Du petit lait, on parle dans cette vidéo. Ah ouais, 45 minutes de plaisir, j'imagine. Ce qui prouve une fois de plus leur mensonge quand ils disaient zéro vente vers Israël. Exactement. Non, on ne vend pas les armes de défense. On vend uniquement les armes pour de confort. Les pistolets masseurs, vous savez, avec la boule noire, hop, qui détendent les trapèzes. Voilà. Les grenades d'eau savonneuse qui permettent de faire des bulles. Vraiment, nous, on n'était que dans ça. Sophia Aram, est-ce que vous êtes prêts pour un nouvel épisode de Où est la vanne ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à ça. Allez, où est la vanne ? C'est parti. Hop. Attention, on va voir. Est-ce que vous êtes prêts ? Trigger warning. On va regarder. Oui, des grenades. Oui, c'est les fruits. Allez, Yanja. Ja, genau. Ich denke, das ist möglich. Uber. Non, je dis n'importe quoi. C'est le mec, ça y est, il sait que Yanja, elle a fait allemand. Il veut parler allemand. C'est parti. Allez, on souffre ensemble. Venez, on se tient par les bras là. Allez hop, on se prend par les bras, on souffre ensemble. La semaine dernière, j'ai écouté France Culture. Si. Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec l'essayiste Fergan Azihari et l'islamologue Raleb Bencher sur l'islam. Enfin, sur la possibilité de penser l'islam ou simplement de parler des mondes, des peuples, des pays qui se revendiquent de cette croyance ou de cette tradition. Moi qui, personnellement, suis à l'islam, ce que Ferrero Rocher est à la diplomatie, la tension qui entoure la moindre réflexion sur le sujet ici en Occident m'étonnera toujours. Alors attention, je suis pas complètement débile. Et je comprends... Je crois que c'était là, les gars. La vanne, elle était là. Attendez. Toujours. Alors attention, je suis pas complètement débile. Ouais, je crois que c'était ça. Rire. Ouais, là, c'est les rires, les gars. Ah, il y a une vague de trolls ? Ah bah, dis-moi, On va détroller tout ça. Dis-moi qui. Là, on est une vanne, je crois. C'était pas Ferrero Rocher. Applause. Et je comprends la tension qu'il y aurait à parler d'un dogme dans un pays appliquant la charia et n'admettant aucune critique sur le sujet. Mais ici, en France, cette tension n'a pas lieu d'être. Dans un pays laïque, dans lequel les critiques de n'importe quelle croyance ou idéologie, même virulente, sont autorisées, sous réserve de ne pas appeler à la haine des individus qui se réclament de n'importe quelle croyance ou idéologie et qui en ont parfaitement le droit. Vous me croirez ou pas, sous le regard bienveillant d'Alain Finkielkraut, l'échange
était formidable et totalement apaisé, courtois, intelligent, documenté, 2 points de vue partageant de nombreux constats et s'opposant sur d'autres. Un échange, quoi. Le seul... Il y avait une vanne, là, je crois. Il y avait une vanne. Bémol, c'est que malgré tout ce que l'essayiste et l'islamologue partagent, le premier est constamment menacé et traité d'islamophobe, voire de native informant, ce qui est une manière particulièrement dégueulasse de le désigner comme un traître à sa race, et que l'autre bénéficie du droit de penser librement. Je vous invite à réécouter cette émission sur France Culture et à lire ma chronique dans Le Point et sur lepoint.fr. Imaginez quand Luke imite Sophia Aram, la double peine. En fait, elle parle d'elle en résumé, sauf que elle peut, elle peut, comment ça s'appelle ? Elle peut continuer de travailler et ne pas se faire virer par France Inter. Non mais vraiment, oh là 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 là. Sophia, arrête, t'es pas drôle. Ah là là, c'est incroyable, Pas facile, hein. Pas facile. Oh bref, allez sur le chat YouTube là. Tranquille, venez, on vous concentrer sur ce qu'on met dans l'émission et pas sur ce que vous vous dites entre vous, parce que sinon je vais bloquer tout le monde. John qui dit, à part ça, elle n'est pas islamophobe, ouais, c'est clair. Incroyable, elle est payée. Et elle est payée pour faire ça. J'ai même pas vraiment écouté ce qu'elle raconte, je sais pas, il y a un mélange de tout et de rien. Des Daikers au visa, de la traversée du désert au bon couscous de Yéma. Mais vraiment, waouh. Waouh. 0 vanne, toujours invaincu. On peut l'applaudir. Elle nous a eu, on n'a toujours pas compris. En gros, elle dit, dès qu'on va être critique vis-à-vis de l'islam, tout le monde nous tombe dessus, alors que l'inverse, tout va bien. Je sais pas de quel pays elle parle, mais en tout cas, apparemment pas de la France. On passe tout de suite au no comment. Ah, alors attends, avant le no comment, excusez-moi. Il y a eu un commentaire de la part de Cécile. Et pas que. On a Leïla qui dit... Elle se permet de vanner tout le monde comme elle veut, sans aucun talent ni humour. Mais quand c'est elle qui se fait vanner, Julie Conti, qui pour le coup était drôle, ce n'est pas pareil. Une hypocrite pure et dure à qui on donne sans aucun crédit un espace de parole. C'est vrai que Julie Conti l'avait vanné chroniqueuse sur France Inter, et elle s'est mangé une vague suite à la lettre ouverte de Sophia Aram, qui était pas contente qu'on la vanne. C'est vrai, hein. Et quand elle dit Abou El-Versailles... pour arabiser de façon très raciste le nom d'Émeric Caron, là, il n'y a pas de problème. Hein. Ou alors, comment elle s'appelle, Greta Criss-Cross, parce qu'elle est suédoise, là, il n'y a pas de problème. Là, c'est drôle. Non, c'est vraiment une coupe à pisse. Et ensuite, note Lady CC, qui nous dit « Sophia, si la critique de l'islam ne passe pas, c'est pour plusieurs raisons, et en voici au moins 4 qui me viennent comme ça. La différence de traitement avec les autres religions, vous êtes sur l'islam H24, même moi qui ne suis pas concerné, ça me saoule. On sait très bien que votre critique de l'islam, c'est une façon déguisée de vous en prendre aux musulmans et tous celles et ceux que vous identifiez comme tels, car ils ont une tête d'arabe. Vous vous permettez de critiquer ce que vous ne maîtrisez pas. Regarde sur CNews, ils ne savent même pas faire la différence entre les chiites et les sunnites. Vous avez pensé à inclure les musulmans dans votre pseudo-débat sur l'islam ? Parce qu'un apostat, c'est pas un musulman du coup. Si vous pensiez à être inclusif et à vraiment discuter au lieu d'imposer votre vision, vous pourriez être surprise et vous enrichir, changer d'avis, etc. et réciproquement. Bref, essayez de refaire des vannes plutôt que de nous expliquer la vie. Je peux pas, 5 secondes, c'était déjà trop, nous dit Lads. La vanne, c'est évident, c'est ses fringues, nous dit Pat. Et Marlys qui dit alors aller récupérer le gilet de mon grand-père en EHPAD pour se croire légitime à raconter qu'elle a regardé une émission qu'elle a bien aimée avec en sous-texte islamophobie primaire, c'est pas suffisant pour que ça m'intéresse. Bien vu. Enagui chez qui chroniquait Julie Conti n'a visiblement pas jugé bon de la soutenir. Ah, c'est chaud. Chacal, si tu as kiffé l'épisode,
appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.